Monsieur le Président, nous nous apprêtons à célébrer justement les 30 ans de la conférence nationale, mais avant d'y aller, nous voudrions quand même savoir, parce que vous étiez quand même un acteur important de la Révolution, comment arrive-t-on à être un acteur aussi important de la Révolution comme vous l'avez été? Bon, disons que nous étions déjà révolutionnaires avant l'âge. Parce que j'ai eu ma première réunion politique en 1967 au sein du Front d'action commun des élèves et étudiants du Nord, FACEN, alors que je venais d'obtenir mon BPC en 1967. Et ayant eu cette possibilité de réunion qui portait sur la défense non seulement de nos intérêts en tant qu'élèves et étudiants, mais également de la défense des intérêts des populations dont nous étions issus et dont nous étions l'émanation dans nos régions, compte tenu à l'époque de ce qui se passait dans la promotion de la scolarisation dans certaines localités de notre pays. C'est l'histoire, sans aucun doute, qui a voulu que le sud du Bénin accueille le premier les colons, avec toutes les conséquences que cela implique, notamment en matière de scolarisation. Mais pendant longtemps, le Nord a été, disons, laissé pour compte. Je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui encore, la scolarisation dans certaines localités du nord du Bénin n'est pas encore ce qu'il faut, puisque certains de nos parents n'ont pas encore compris non seulement qu'il faut envoyer les enfants à l'école, mais c'est que quand vous les envoyez à l'école, il faut les y maintenir pour qu'ils puissent évoluer et obtenir une éducation et une formation qui leur permettent d'être des acteurs importants du développement. Aujourd'hui, beaucoup de parents ne comprennent pas au Nord. J'ai bien qu'il y en a qui mettent les enfants en classe, dès qu'ils ont franchi le cap du CE1, du CE2 ou du certificat d'études, ils leur demandent de sortir, qui pour venir au champ, qui pour aller s'occuper des troupeaux, etc., etc. Donc, cette association qui avait été créée, le FACEN, avait pour objectif non seulement de défendre les intérêts des élèves et étudiants que nous étions, mais également de promouvoir et de développer la scolarisation et l'éducation formelle dans nos différentes localités. Donc, je vous dis, c'est en 1967, plus précisément en juillet ou août 1967, que j'ai pris part pour la première fois à une réunion de ce genre. Évidemment, quand on se trouve dans la posture qui était la nôtre à l'époque, c'était qu'il fallait bousculer l'État. Il fallait bousculer l'État. Il fallait bousculer le gouvernement pour l'amener à réagir et tenir compte de ce que, c'est vrai, des actions étaient faites pour le développement du pays, mais il y a des régions qui en bénéficiaient plus que d'autres. C'était tout. Et d'où venait cette audace? Nous avons bénéficié de l'inspiration et de l'éclairage de certains de nos aînés, dont je ne cesserai sans aucun doute jamais d'évoquer et d'invoquer l'esprit
et la mémoire. Nous avons bénéficié de l'encadrement, je dirais même de l'incitation, de la sensibilisation des aînés comme Abdoulaye Issa, paix à son âme, des aînés comme Malam Idi Abdoulaye, paix à son âme, mais également de personnes encore aujourd'hui avec nous, comme Amir Baba Moussa, qui est encore là à la retraite, mais encore solide, heureusement. Ou des gens comme Nata Théophile, l'ancien président de la HAC, qui lui aussi actuellement est à la retraite. C'est ceux-là qui, en son temps, nous avaient encadrés, nous avaient sensibilisés. Ali Moussa Traoré, un autre de mes aînés, aussi à la retraite, actuellement chez lui, à Sainte-Rita. Voilà, ou Guy Mori, paix à son âme aussi, l'ambassadeur Guy Mori. C'est ceux-là qui nous avaient sensibilisés, qui nous avaient dit, écoutez, si nous continuons à nous taire, c'est d'abord que nous allions nous laisser enterrer vivants. Une expression du président Hubert Maga, paix à son âme aussi. Mais c'est que nous allions nous faire conduire comme des bêtes, ou comme des bébêtes, voilà, à l'abattoir. Donc c'est de ceux-là que j'ai cité que venait notre emballement. Et cette audace à laquelle vous faites si bien allusion. Et il fallait l'avoir, cette audace-là, à l'époque. Ce n'est pas comme aujourd'hui, dans un système démocratique, où vous aviez la liberté d'association. Et ça n'a pas été facile que le FACEL s'impose comme une association dont il fallait tenir compte. Nous avons même dû combattre nos collègues de l'UGED, de l'Union Générale des élèves et étudiants du Dahomey, dont nous étions membres de l'UGED, mais c'est parce que nous avions constaté que l'UGED ne réglait pas nos problèmes, à nous qui venions d'un certain nombre de contrées. D'un certain nombre de contrées du pays, que nous avons mis attention. C'est bon d'être à l'UGED, hein, mais si l'UGED ne perçoit pas la sensibilité de certaines questions liées uniquement à des positions ou à des positionnements géographiques, elle ne pourra pas faire l'unanimité, d'abord dans les objectifs qu'elle s'est fixés, et ensuite dans l'essence même de son existence. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, alors que nous étions tous à l'UGED, le FACEL a décidé de sortir de l'UGED pour mieux faire prendre en compte ses intérêts. Regrettez-vous aujourd'hui cette métamorphose qu'a connue le FACEL, qui est devenu plus tard le Freuden? Je ne le regrette pas. Je ne le regrette d'autant pas que j'estime, moi, en tant qu'ancien responsable du FACEL, parce que après les Abdoulaye Issa, c'est nous qui sommes montés au créneau, c'est nous qui avons dirigé l'association, c'est nous qui avons dirigé le mouvement, avec Timanti Georges, paix à son âme, ou un de mes frères et amis qui vient de décéder le 9 janvier dernier en la personne de l'ambassadeur Mamadou Diaouga. C'est nous qui avons pris le relais. Et nous avons été heureux en son temps, à notre tour, de passer le relais à d'autres. Et nous l'avons fait. Nous avons passé le relais à d'autres. C'est la génération qui a suivi et qui, à son tour, a passé le relais à ceux qui sont aujourd'hui du Freuden. Voilà. Ils n'ont pas voulu sans aucun doute prendre la même appellation.
que Fassen, bon, encore qu'ils auraient pu le faire tout naturellement, personne ne leur revendiquant pas le droit de l'héritage du Fassen. Donc c'est normal. Cette métamorphose ait lieu. Exactement. Et quel était, parce que très tôt, on a quand même jeté un peu de l'opprobre sur la Révolution, quel était l'esprit de la Révolution? Je ne serai pas prétentieux de vous dire l'esprit de la Révolution parce que j'en étais militant. J'ai été du début des combats, puisque, comme vous avez sans doute eu l'occasion de l'apprendre, au lendemain du coup d'État du 26 octobre 1972, il y avait deux commissions qui avaient été créées, une commission nationale, une commission spéciale. Moi, j'avais appartenu à la commission spéciale, qui était la commission des syndicalistes, la commission des jeunes, des étudiants, etc. Et c'est au terme de la confrontation des idées et de la commission nationale d'une part et de la commission spéciale d'autre part qu'est venu le programme. Le discours programme. Exactement, le discours programme, voilà, pour le développement et la libération du Bénin. L'essence de la révolution béninoise, c'était l'indépendance du pays. L'indépendance réelle. Ce n'était pas l'indépendance de 1960. Non. C'était l'indépendance réelle. La libération du peuple. Du joug du néocolonialisme. C'était ça, en réalité. Faire en sorte que le peuple se prenne lui-même en charge pour la solution de ces problèmes d'existence au jour le jour, pour la prise en compte de ces projections par rapport à un avenir immédiat ou à long terme en matière de développement, en matière d'épanouissement. Si bien que, si vous regardez le discours programme du 30 novembre 1972, vous verrez qu'aucun secteur n'avait été laissé pour compte. Tous les secteurs de la vie nationale avaient été pris en compte par ce discours programme. Donc l'esprit de la révolution, c'était cela, libérer le peuple et l'amener à se prendre en charge lui-même. Ou de clans aussi qui n'ont pas favorisé un certain nombre de, par exemple, l'atteinte d'un certain nombre de choses prévues justement par le discours programme. Nous en étions, nous jeunes du parti, à travers notre organisation, l'organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin, dont j'ai été le vice-président, Oulouali étant en ce moment-là président. Mais avant Oulouali et moi, il y avait Amilou Baba Moussa qui avait pris la tête de la première organisation de la jeunesse. Et moi, j'avais en ce moment le secrétariat à l'information de ce premier bureau de l'OJLB. Nous étions les aiguillons du système révolutionnaire, avec l'organisation des femmes révolutionnaires du Bénin. Paix à son âme, Madame Karimou Rafiatou, qui avait elle aussi dirigé avec une très grande intelligence cette organisation des femmes. Nous étions donc ces deux organisations, avec aussi le CDR que dirigeait mon frère Lafia, l'ambassadeur. C'est nous qui étions les aiguillons de la révolution. C'est vrai que l'UNSTB, à l'époque, dirigé par notre aîné, pour qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'estime, Romain Villon-Guézo,
le NSTB, les femmes d'un côté, les jeunes de l'autre, etc. Nous étions les aiguillons de la révolution. C'est nous qui voulions que la révolution avance. C'est ça, c'est nous qui cherchions véritablement que la révolution avançât dans un rythme qui permette véritablement de déboucher sur ses ambitions originelles, ses ambitions légitimes, qui voudraient que le peuple se libère et se prenne véritablement en charge. Vous savez, partout où il y a une agrégation de femmes et d'hommes, surtout qui viennent d'horizons divers et qui n'ont pas les mêmes visions et qui n'ont pas la même approche des questions, vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait des tiraillements, qu'il y ait des tendances de ça et là. C'est peut-être ça aussi qui créait une certaine dynamique au sein du parti. Quand on parle de la dialectique du développement de la révolution, la diversité des origines des révolutionnaires participait aussi de cette dialectique. Et ça fait avancer également l'appareil. Mais à condition qu'on ne s'en tienne, comme nous l'avions fait à l'époque, à ce que nous appelions qu'on ne s'en tienne qu'aux contradictions secondaires et qu'on ne fasse pas des petits problèmes du moment des contradictions principales. Ça aussi on nous avait appris à minimiser les contradictions secondaires pour ne faire face, n'est-ce pas, qu'aux contradictions principales. Très bien. En 1989, il y a eu quand même beaucoup d'événements qui se sont déroulés et on pourrait dire que cela a fait naître l'idée de la conférence nationale. On se rappelle encore de cette réunion, on pourrait dire des cas de PRPD, le 7 ou le 8 décembre. Voilà. Novembre. D'où a germé l'idée d'aller à la conférence nationale. Oui. Toute l'année 1989 a été pour le PRPB et pour l'ensemble du pays une année difficile. C'était une année difficile, sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais ça n'a pas commencé qu'en 1989, ça a commencé beaucoup plus tôt. En particulier en 1987 et 1988. Et on en était arrivé en 1989, dès janvier déjà 1989, dans ce qu'on pourrait appeler une impasse. Une impasse. Le salaire n'était pas payé. Les hôpitaux, les centres de santé n'avaient pas assez de médicaments. L'armée elle-même grognait, parce qu'elle aussi n'avait pas le salaire. La police, la gendarmerie. Et nous les jeunes, nous revendiquions aussi, malgré que nous sachions ce qu'était véritablement la situation. Les travailleurs, eux aussi, malgré leur encadrement, par le NSTB, qui a fini d'ailleurs par se retrouver débordé de toutes parts, parce qu'elle était l'union des syndicats, mais à un moment donné, les syndicats qui la composaient ont commencé, chacun de son côté, à gueuler, si j'ai pu dire. Excusez-moi le terme. Donc on est arrivé dans une impasse. Alors comment sortir de la situation? C'est ça. C'est là que, il faut le dire, Mathieu Kérékou a eu cette idée lumineuse. J'en ai entendu de toutes
sortes et de toutes parts. Des gens qui se prévalaient de ce que c'est eux qui ont dit à Mathieu Kérékou, voilà comment il faut faire. D'autres qui ont dit non, c'est tel ambassadeur de tel pays qui a dit ceci. D'autres ont dit ah non, 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 c'est... Bref. On parlait même du clergé, on parlait même de... Non. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en est? Nous avons tous eu la preuve, s'il en était besoin, que nous avions eu un chef personnellement en la personne de Mathieu Kérékou qui était un génie. Mathieu Kérékou était un génie. Un génie militaire, de par sa profession, mais il s'est révélé, chemin faisant, comme un génie politique. La preuve, après le premier mandat du président Soglo, en 1991, de 1991 à 1996, Mathieu Kérékou est revenu. Il est revenu pour 2 mandats successifs. Donc on avait affaire à un génie. Donc que certains ne cherchent pas à dévaloriser ou à infantiliser cette capacité que Mathieu Kérékou avait de voir plus loin que la plupart d'entre nous. Ça là, bon. Mais évidemment, vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. Il faut les laisser. Chacun dit, oui, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui lui ai suggéré, c'est moi qui ai fait une fiche. Voilà. Mais Mathieu Kérékou a eu cette idée de conférence nationale des forces vives et nous a nommés membres du comité préparatoire de cette conférence nationale. Voilà. Et la conférence nationale, effectivement, certains disent que c'était contre la volonté surtout des membres du PRPB. Beaucoup n'en voulaient pas. Il est évident, et je ne vous le cacherai pas, il est évident que si c'était des instances du PRPB que dépendait la convocation de cette conférence nationale, elle n'aurait jamais eu lieu. Elle n'aurait jamais eu lieu. Il nous est même arrivé en pleine conférence nationale, alors que les débats avaient lieu au PNM à l'Idio, il nous est arrivé que le président Kérékou nous convoque rapidement là et au pied levé pour nous demander de venir à la présidence où nous sommes retrouvés pour faire le point de comment la conférence se déroulait. Mais il y en a eu parmi nous, dirigeants du PRPB, qui avaient dit ce jour-là en pleine réunion, Monsieur le Président, le seul langage que comprennent ces gens-là, c'est le langage de la force. C'est le langage de la force. C'est vous, le président de la République, c'est vous, le ministre de la Défense, c'est vous, le chef suprême des armées. Si vous décidez aujourd'hui qu'on mette un terme à cette blabla de ma chère là, au PNM, tout va se mettre en ordre, parce qu'il y en a qui ne comprennent dans ce pays-là que le langage de la force. J'ai vu Mathieu Kérékou ce jour-là s'enfoncer davantage dans son fauteuil. Un silence complet dans la salle. Aucune murmure. Parce que tout le monde attendait ce qu'il allait décider. Ça là, c'est une partie de l'histoire de la conférence nationale que les gens ne connaissent pas. Bon, évidemment, c'est souvent difficile d'en parler. Vous comprenez? C'est souvent difficile d'en parler. Et concernant le déroulement de la conférence nationale, les différentes étapes, quelles sont les différentes étapes que vous notez, vous, personnellement? Non, disons que il y a cet aspect donc, de cette réunion-là
du comité central du parti et du conseil exécutif national, donc le gouvernement. Une session conjointe extraordinaire au pied levé, comme je le disais. Mathieu Kékou s'est enfoncé d'avancer dans son fauteuil et il s'est levé. Avec une baguette fine de commandement qu'il avait en main, et il a tapé plusieurs fois sur la table, debout, en disant qu'il arrive des moments où, devant tout un peuple, on se retrouve seul à décider. Et il dit, la conférence nationale continue. Il est sorti de la salle. Alors, nous, qui avions préparé la conférence nationale pendant 3 mois, et bien d'autres dans la salle, qui étions partie prenante à ce que un tel forum s'organise pour sortir le pays de l'impasse, nous avons applaudi dans la salle. Évidemment, ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui voulaient que l'armée descende dans les rues, mais tout ça là, bon, évidemment, ils n'étaient pas contents. Alors ça, c'était une parenthèse, n'est-ce pas, de la conférence nationale. L'autre aspect de la conférence que je ne manquerai pas de souligner, c'est le comité que nous étions. C'est le comité que nous étions. Nous étions 8 membres du comité préparatoire. Mathieu Kékou, après avoir signé le décret de notre nomination, ne nous a plus rien dit, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser. D'aucuns pourraient penser qu'il nous a... Il y avait des instructions. Qu'il y a des orientations, qu'il y a des instructions. Je vous assure, Mathieu Kékou ne nous a rien dit. Et il ne nous a rien donné non plus pour préparer la conférence. Il ne nous a rien donné. Alors, imaginez-vous, 8 ministres du gouvernement qui se retrouvent donc à se réunir. Nous avions fait du ministère de l'Intérieur que dirigeait le commandant à l'époque, mais aujourd'hui général Batié Pancras. Nous avions fait de son ministère de l'Intérieur le siège du comité national préparatoire de la conférence nationale. Donc tous les jours, on se retrouvait à partir de 9h pour se séparer peut-être à 1h du matin. Ça a duré comme ça, 3 mois. Et c'est nous qui, à l'interne, nous organisions, même pour avoir des papiers, pour avoir de quoi écrire, des cartables et tout ça, pour nous restaurer. C'est en notre propre sein que nous réglions ça. Chacun mettant la main à sa poche, qui pour donner 20 000 aujourd'hui, qui pour donner 30 000 aujourd'hui. Ou bien parfois, il y en a un là, comme un peu illuminé, il dit aujourd'hui, je prends tout le monde en chasse. Et il arrivait aussi que certains parmi nous, dans une satisfaction légitime de la qualité de ce qui se faisait, il dit bon, aujourd'hui, je vous amène dans un restaurant. On se levait comme ça, il nous amène dans un restaurant à Kadiaoum, on nous amène dans un restaurant à Maro Militaire, ou alors il y avait un restaurant Tofa Premier, voilà, qui était tenu par un ami de Batié Pancras, qui souvent nous retenait, n'est-ce pas, dans ce restaurant Tofa Premier. Et c'est comme ça qu'on se restaurait. Et c'était en notre propre sein. On s'organisait comme ça. C'est lorsqu'il a fallu arrêter définitivement les dates de la conférence nationale que nous avons
obligé Mathieu Kérékou à s'intéresser à comment les gens vont manger. Parce qu'on avait invité 515 ou 514 personnes au total qui devaient participer à la conférence. Et quand je dis ces 514 ou 516 personnes, je n'ai pas impliqué tous ceux qui participaient à l'organisation. Nos garde-corps, nos chauffeurs, les chauffeurs de ceux qui avaient été invités, etc. Et nos compatriotes qui étaient à l'étranger et qui avaient été intéressés par leur participation à la conférence nationale ont pris eux-mêmes leur billet de voyage. C'est eux-mêmes qui ont payé leur billet de voyage pour venir assister à la conférence nationale. Alors, les fonds que le ministère des Finances a débloqués pour la conférence nationale portaient uniquement sur les 2 premiers jours de repas des conférenciers. Uniquement les 2 premiers jours des repas. Et je vous dis, quand on a fait les 2 premiers jours de la conférence nationale, il ne restait plus rien pour continuer à alimenter la popote. Jusqu'à finir les 10 jours. Jusqu'à la fin des 10 jours. Il a fallu, à la fin du 2e jour, organiser une course contre la montre. Pour courir tous azimuts. Etc. Pour chercher de l'argent. Pour que l'hôtel PLM continue d'organiser les repas. Et ça n'a pas été facile. Alors, lorsqu'en plus, pour la diffusion en direct des débats de la conférence, les journalistes, les voilà, ne voulant pas subir les contraintes d'une telle exigence, parce qu'ils n'étaient pas habitués à travailler 24 heures sur 24. Les gens de l'ORTV, ils n'étaient pas habitués à travailler 24 heures sur 24. C'est-à-dire à l'époque, ceux parmi eux qui travaillaient, ils travaillaient au plus 3 jours par semaine. Et je sais de quoi je parle, puisque j'étais leur ministre à l'époque. Le bon journaliste de l'ORTV à l'époque travaillait 3 à 4 jours par semaine. Et quand je dis 3 à 4 jours par semaine, ceux de la radio étaient encore les plus disponibles que ceux de la télévision. À l'époque même, la télévision c'était quoi? À l'époque, la télévision c'était du jeudi au dimanche. La télé nationale ne marchait que du jeudi au dimanche. Donc lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas de télévision. Donc quand je leur dis, moi, leur ministre, il faut retransmettre les débats en direct 24 heures sur 24, alors là, c'était la tourelle dans le milieu. Heureusement que j'avais bénéficié de la complicité quand même de certains parmi eux, qui eux étaient quand même vraiment de vrais responsables. Et qui ont dit, ah non, ça ne se passerait pas comme ça. Si on a l'opportunité d'être utile au pays, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Mais ils avaient exigé que je leur paye les heures supplémentaires. Puis si je ne paye pas les heures supplémentaires, j'ai beau dire retransmission en direct ou pas. Et c'est moi qui ai dit non, la télé aussi doit retransmettre toute la semaine. Donc ce n'est plus du jeudi au dimanche. Quand c'est la conférence nationale, c'est du lundi au dimanche inclus et 24 heures sur 24. Mais ils ont dit, ah, voilà, il y a des tubes, je sais quoi, pour les émetteurs à Calavi qui vont péter, parce que les tubes sont ceci, les tubes sont cela. Et je dis, faites comme ça, quand ça va péter, on verra.
comment il fait face. Ah non, 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 le tube là, on n'en trouve pas sur place. Ah, il faut la commander pour certains 3 mois à l'avance, parce que ce n'est pas des trucs qu'on achète au marché, il faut commander en France. J'ai dit, on va y aller. Et quand les tubes vont péter, vous me rendez compte en tant que ministre, et en ce moment je sais que les tubes vont péter, et on verra comment il fait face. C'est comme ça que, par contact interposé avec des institutions comme le PNUD à l'époque, avec le concours également de certains organismes internationaux de la place, on a pu réunir les fonds pour payer les heures supplémentaires des travailleurs de l'ORTB. Et je savais que si on ne leur payait pas ces heures supplémentaires-là, il n'y aurait pas eu de transmission en direct. Ces informations... Mais c'est pour ça que quelque part j'ai été frustré. J'ai été frustré quelque part. Moi, en tant que ministre de la communication de l'époque, j'ai été frustré. Parce que à la fin de la conférence, il y a une motion de félicitations et de remerciements à l'endroit des journalistes de l'ORTB. Mais aucun mot sur le ministre. Alors que c'est le ministre qui avait tout fait. Je ne peux pas dire que j'ai tout fait. Je ne peux pas dire que j'ai tout fait. Mais j'ai été quand même de ceux qui ont permis que cela se fasse. Qui ont dit que ça ne va pas s'arrêter. Mathieu Kérékou m'a dit, après une réunion du président Mathieu Kérékou et des anciens présidents de la République, dans une salle attenante à la grande salle de réunion du PNM à Diop, où j'ai été convoqué. M. Kérékou a demandé à chaque ancien président de donner son avis sur la retransmission en direct des débats. La plupart des chefs d'État ont pris la parole pour dire non, toutes les choses se disent, vraiment qui ne sont pas bons à entendre. Parce que parmi les participants, il y en a qui n'ont pas le langage de courtoisie, il y en a qui sont violents, il y en a qui expriment leur haine contre les membres du régime de l'époque, et ils le font vraiment de façon inconsidérée. On ne peut pas comme ça, etc. Un seul des anciens chefs de l'État a dit, moi je pense que malgré tout il faut continuer. Père à son âme, c'était le président Émile Delès Issou. Sinon tous les autres anciens présidents ont dit, il faut arrêter. Et Mathieu Kérékou s'est levé, il dit, je vous demande d'arrêter. Dans la salle là, j'ai dit, monsieur le président, je ne peux pas arrêter. D'abord, je ne vais pas arrêter, et ensuite, je ne peux pas arrêter. Il dit, je vous dis d'arrêter. Et je l'ai répété encore. J'ai dit, monsieur le président, je ne peux pas arrêter. Puis il est sorti de la salle. Après avoir serré la main aux autres, il est sorti de la salle, il est allé dans sa voiture. Je l'ai poursuivi jusqu'à sa voiture. Quand le garde-corps voulait fermer la portière, j'ai retenu la portière. Et je me suis baissé vers lui et dit, monsieur le président, je ne vais pas arrêter. Et il dit, c'est votre problème. Dès qu'il est parti, j'ai automatiquement vu le président Robert Dossou, qui était le président du comité national préparatoire. Il a dit, réunion d'urgence des membres du comité. Et sur place, là, on s'est retrouvés dans la salle qui nous était destinée, où j'ai rendu compte donc, de cet entretien que je venais d'avoir avec le président Mathieu Kérékou et les anciens présidents. J'ai dit à Mathieu Kérékou que je ne vais pas arrêter. Et tous les collègues ont dit, tu as bien fait, on continue. Vous avez le soutien de vos collègues. De mes collègues. Je n'ai pas laissé transférer cette histoire-là quelque part pour que certains puissent s'en servir, pour dire que le moment est venu, il faut... Non, non, non. C'est resté entre nous, membres du comité préparatoire, et Mathieu Kérékou, à qui j'ai dit de façon insistante que je ne vais pas arrêter.
Alors, qu'on finisse la conférence nationale et qu'il y ait une motion de félicitations des journalistes qu'on a exaltés, et qu'on ne dise pas un seul mot de leur patron. Mais vraiment. En tout cas, aujourd'hui, nous l'entendons. Nous l'entendons. Monsieur le Président, très rapidement, lors de, quand même, de ce rapport qui a été présenté par le professeur Albert Thévoïde, paix à son âme, il a dit quand même ces phrases, beaucoup de choses ont été dites, mais l'une de ces phrases qui est bien retenue par l'opinion, c'est que nous avons vaincu la fatalité. Avons-nous vaincu vraiment la fatalité quand vous prenez du recul et vous voyez 30 ans après? Oui, nous avons vraiment vaincu la fatalité. La preuve, c'est que le pays est encore debout. Vous comprenez? Et il tient encore. Il tient encore debout. Et comme j'aime souvent le rappeler, tout ce qui a été fait les 30 premières années de l'indépendance, par rapport à ce qui a été fait les 30 années d'après la conférence nationale, c'est ça pareil. C'est ça pareil. Depuis la conférence nationale, nous avons la stabilité politique. Vous comprenez? C'est vrai que, comme on aime souvent le dire, rien n'a été fait quand il reste encore à faire. C'est vrai. Mais nous devons, à la vérité, de reconnaître quand même que nous avons connu des avancées significatives. On a connu des avancées significatives. Évidemment, on ne peut pas faire ce regard rétrospectif de la conférence nationale en février 1990 à aujourd'hui, sans quand même souligner certains soubresauts que le pays a connu, dont le plus marquant, le plus douloureux, le plus regrettable, de mon point de vue en tout cas, a été ce passage des élections d'avril 2019 pour élire les députés à l'Assemblée nationale. On ne peut pas ne pas l'évoquer. Et on doit l'évoquer avec tout ce que cela comporte d'introspection. Avec tout ce que cela comporte également de responsabilité que nous devons assumer. C'est ça. Parce que non seulement il y a eu des élections dont on ne peut nulle part être fier, mais également il y a eu des soulèvements dans le pays, il y a eu des morts d'hommes qu'on ne peut pas évacuer du revers de la main. Il y a eu des tensions dans le pays, dont certaines zones continuent encore aujourd'hui. Vous comprenez? Nous avons des compatriotes qui sont dehors. On ne fait pas une bonne gestion d'un système démocratique quand on a des opposants dehors. Non. Personnellement, je regrette de le dire comme ça devant vos caméras. Mais c'est parce que c'est des choses dont je discute avec le chef de l'État. Chaque fois qu'il y a l'occasion de lui dire, je dis, lève le pied sur certaines choses. Mais, suscite l'apaisement, mais sur d'autres. Aucun Béninois dont la démocratie lui est chevillée au corps ne peut pas ne pas regretter que nous soyons dans un environnement
où il y a encore de la tension. Ça là, c'est clair. Il y a tout de même un dialogue politique qui a été organisé par le chef de l'État. Comment trouvez-vous? Mais ça ne suffit pas. Le dialogue politique a été quelque chose de fondamental. Ça, c'est quelque chose de capital pour avancer un peu plus. Mais je dis et je répète, ça ne suffit pas. Beaucoup parlent de l'esprit de la conférence. La conférence nationale avait un esprit? Bien sûr. Bien sûr. C'est l'esprit de retrouver la cohésion nationale. C'est l'esprit d'instaurer dans notre pays toutes les libertés qui puissent exister au sens plénier du terme. Liberté d'expression, liberté d'association, liberté d'aller et venir, liberté même d'insulter le président de la République, etc., etc. Et vous avez vu quand Mathieu Kérékou est arrivé, ces 2 mandats, de 1996 à 2006, est-ce que quelqu'un a été enfermé pour ce qu'il a sorti de sa bouche? Est-ce que le journaliste a été inquiété pour ce qu'il a écrit ou pour ce qu'il a dit dans un micro? Ça, c'est des leçons que nous devons tirer de ces différentes étapes et de ces différentes portions de notre histoire moderne, de notre histoire récente. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pays est en chantier. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un président de la République, non seulement jeune, mais un président de la République ambitieux. Un président de la République audacieux, c'est vrai. Un président de la République moderne. Je ne cesse personnellement, en tout cas, de le constater. De le constater. Il est moderne, il a de la vision pour le pays. Mais je dis, ça ne suffit pas. C'est vrai que la démocratie béninoise est dévoyée. Ça, là, il faut le souligner. C'est vrai que la démocratie béninoise aujourd'hui est dévoyée. Les pères fondateurs de la conférence nationale n'ont pas dit ça comme ça. Quand on arrive à envoyer l'Assemblée nationale, où il faut acheter les députés, c'est du jamais vu. C'est pas la démocratie, ça. Quand on arrive à mettre en place une Assemblée nationale, avec laquelle le président de la République doit négocier au sous près certaines dispositions constitutionnelles ou légales, ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est une démocratie dévoyée, c'est une démocratie défigurée. Quand on arrive à nous retrouver dans un environnement politique où tout se fait avec de l'argent, tout se fait avec de l'argent. C'est même que des populations qui, hier, n'avaient jamais marchandé leur soutien à un homme politique ou à un parti politique. Ça retrouve aujourd'hui à vous poser la question quand vous allez en campagne, comment tu es venu? Pour ne pas dire avec quoi tu es venu. C'est pour ça que moi je crois, hein. En tout cas c'est peut-être ça que je dis. C'est peut-être de nouveaux paradigmes en matière démocratique que nous sommes en train de mettre en place. Alors ce que fait Patrice Talon. On n'a jamais fini d'inventer. Et si la jeunesse béninoise devrait garder, oui, pour finir bien évidemment, la jeunesse béninoise, quel enseignement la jeunesse béninoise devrait tirer après 30 ans de marche démocratique? Bon, je crois que je ne sais pas si la conception que j'ai de la jeunesse
celles que nous avons été hier participent aujourd'hui des mêmes valeurs que ce qu'on peut enseigner à la jeunesse béninoise. Nous avions des repères. Nous avions des repères. Nous avions des objectifs dans lesquels nous avons été moulés. Nous avions des ambitions nobles de développement, de cohésion nationale, de solidarité avec le peuple, partout où il se trouve. Et ça, là, on nous a appris cela. On nous a inculqué cela. Dans chaque pas que nous faisions à l'époque, au sein de différents mouvements, au sein de différents partis politiques. Et on ne demandait rien en retour. C'est ça. Nous ne demandions rien en retour. Moi, il m'est arrivé, alors que j'étais élève au lycée Béarnais, de recevoir mission de mon mouvement pour aller organiser des réunions d'information à Séguana. Après les 1000 km de Porto-Novo. Sans un sou. Sans un sou. Le mouvement ne nous donnait pas un franc. Il fallait se débrouiller. On allait faire stop, auto-stop, pour prendre le gros camion qui allait au Niger. Et après, il fallait trouver un parent ou un ami qui connaît un taximan qui va accepter que tu sois la 8e personne que malgré lui, il accepte de prendre. Parce que seulement lui a dit, etc. Mais on allait à ce moment-là. On allait à Malanville, on allait à Kalimama. On allait à Tukutuna, on allait à Materi, Kobli. Avec enthousiasme. Avec enthousiasme. Et je vous l'assure, monsieur le journaliste, on ne demandait pas un franc à nos responsables. Mais on y allait, quand même. Parce que c'était une mission que le mouvement nous commandait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un jeune d'aller acheter, d'aller vous acheter une boule d'acassa. Ici, à Ouganda, donc en face de l'Assemblée nationale, ça que vous dites, et la grande deuxième. Vous ne pouvez pas demander à un jeune homme d'aller au petit marché d'Adjina. Ici, là, qui est à peine à 500 mètres ici. On va m'acheter des bananes. Ça, je vous dis, la grande deuxième. Si vous ne vous réclame pas, lui aussi, ça part d'argent pour qu'il achète lui aussi ses propres bananes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos jeunes n'ont pas d'idéal. Point. Très bien. Mais, monsieur le Président, accepteriez-vous partager avec la jeunesse quand même, par exemple, de l'Institut de formation de Haut-de-Père, le matinal, votre expérience, le parcours, le vécu? Ben, je voudrais bien, en espérant que des occasions se présenteront pour qu'on puisse s'asseoir et être à l'aise et vraiment discuter. Vous comprenez? Il faut dire le cas, parce que le président de la Cour suprême, il juge que vous êtes aussi. Non, mais c'est ça aussi. Ah oui, Comment dit-on, des obligations de réserve qui sont les miennes dans cette histoire-là. C'est d'ailleurs pour ça que le plus souvent, j'évite souvent de parler. Vous comprenez? J'évite souvent de parler. Pour ne pas me retrouver dans une posture où on va me reprocher et d'avoir dit des choses qui ne devaient pas sortir de ma bouche. Mais là, j'ai été direct avec vous. Et je voulais parler vraiment avec mon cœur.